Moussango Mouben Nabignon, que la paix soit avec vous. Combien de Parisiens, combien d'Africains, combien de touristes à Paris savent que l'obélisque, ici, qui est un des plus vieux monuments de Paris, tout au moins qui a été déclaré monument national en 1936 en France, combien savent-ils qu'il vient d'Afrique, qu'il est un élément du patrimoine africain qui est devenu le plus vieux monument connu de Paris. Ici, c'est ce que les Égyptiens anciens, que Cheikh Anta Diop a magnifiquement raconté dans Nation Nègre et Culture, appelaient le Tekenou. Le Tekenou est devenu l'obélix. L'obélix, c'est, dit-on, ce qui a été offert en 1834 par le vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali, à celui qui était le dirigeant français, le chef d'État français de l'époque, Charles X, après la campagne de Napoléon. La campagne de Napoléon, souvenez-vous, qui s'est déroulée en Égypte. Une campagne où Napoléon a découvert, comme beaucoup, comme Ernest Renan, beaucoup, Hérodote avant lui, la grande, magnifique et matricielle civilisation de l'Égypte antique, celle qui a produit l'Occident, celle qui a produit l'Afrique, tout au moins en termes de valeur, en termes de construction, en termes d'architecture, en termes de réalisation, en termes de technologie. Dans cette Égypte qui a connu Imhotep comme inventeur de l'architecture moderne, qui a connu Imhotep comme inventeur de la médecine moderne, qui a connu Imhotep comme celui qui a commencé à construire en pierre avec ces magnifiques colonnes qu'on voit à Paris, eh bien l'obélisque figure parmi les réalisations les plus grandioses qui sont le signe de l'Égypte antique à Paris, tout au moins de cette Afrique ancienne. Eh bien cet obélisque aujourd'hui que vous voyez est un hymne à Amon. Amon était tout simplement ce qu'on appelait dans l'Égypte antique l'un et les multiples. L'Égypte antique avait une sorte d'imagerie pour désigner le Dieu unique, le grand, le très haut, le créateur et les différentes constellations, les différentes étoiles, les différentes planètes qui gravitent autour de ce soleil. Donc, Amon, cet hymne, vous voyez sur cette commande de Ramsès II qui fait partie justement de cette lignée ramesside en Égypte, Ramsès II qui avait commandé cet hymne à Amon, Amon qui n'est autre, comme je le disais tout à l'heure, que celui qui incarnait le Très-Haut, le Créateur, et qui avait de multiples représentations sur Terre à travers différents noms. Eh bien, cet obélisque qui est arrivé en France en 1836, après 2 ans de voyage, a été diligenté par Louis-Philippe Ier, qui était donc le chef d'État à l'époque après Charles X. Et l'obélisque, chaque fois qu'un Africain ou une personne afrodescendante passe à Paris, il ne peut pas s'imaginer, il ne peut pas se représenter le fait que cet obélisque-là, effectivement, vient du continent africain. Ce d'autant plus que sur le continent africain, il y a une légende urbaine absolument effroyable, absolument grotesque, qui fait de l'obélisque un signe maçonnique, qui fait de l'obélisque un signe diabolique. Non! Cet obélisque-là a été récupéré effectivement par ceux qui ont mis en place cette obédience qui s'appelle la franc-maçonnerie et d'autres encore à travers l'Europe, à travers le monde, à travers le monde occidental, qui ont fait de signes comme le triangle ou l'œil d'Horus ou encore la croix ancre qui est la croix de vie, des signes et des symboles qui sont devenus occidentaux alors même qu'ils étaient à la base des signes authentiquement et pleinement africains. 2 ans de voyage, donc de 1834 à 1836, ont permis à cet obélisque qui a été enlevé, transporté, scié avec un déploiement absolument d'énergie absolument remarquable pour l'époque par Mehemet Ali qui le convoyait donc vers la France. Eh bien cet obélisque aujourd'hui fait la fierté du patrimoine français alors même qu'il vient du continent africain, alors même qu'il vient de cette Égypte antique qui était à l'époque des Ramessides, donc là, ce qu'on a appelé Ramsès I, Ramsès II, Ramsès III, l'époux de Néfertiti, Néfertari que l'on connaît puisque Néfertiti c'est la femme plutôt d'Akhenaton, non l'époux de Néfertari, Ramsès, donc Ramsès II qui a précédé Ramsès III est celui qui a commandé cet hymne à Amon que le professeur Kovi Gomez décrypte avec merveille et puis d'autres aussi, Théophile Obenga, Biogo et d'autres qui ont appris à nous raconter véritablement ce que signifient tous ces hiéroglyphes qui sont striés, qui sont donc creusés dans la pierre. Parce que vous savez qu'à partir de la découverte de l'écriture 3000 ans avant Jésus-Christ à Abydos, eh bien, les formes d'écriture se sont développées, les formes d'écriture hiératiques ou démotiques, hiératiques justement dans les temples sacrés et démotiques pour le peuple. Par exemple, quand on voulait faire la publicité d'une loi pour le peuple, c'était l'écriture démotique. Eh bien, quand on voulait faire un hymne sacré comme celui-ci, on utilisait une écriture hiératique. Admirez la beauté, la splendeur
valeur et surtout le côté monumental. Parce que cet obélisque-là est sorti d'où? Elle est venue du temple de Luxor. Le temple de Luxor est aussi, comme le temple de Karnak, des temples absolument importants dans les cultes, dans les processions, dans la spiritualité et dans aussi, il faut le dire de manière très très claire, dans l'État qu'était l'Égypte antique, puisque ça résultait généralement de commandes de pharaons comme celui de Ramsès II, ça résultait généralement de commandes de hauts placés, de hauts dignitaires qui étaient accompagnés de vizirs, qui étaient accompagnés de scribes, qui étaient des fonctionnaires d'État, parce qu'il faut rappeler que l'Égypte antique aussi, c'est la partie du monde qui a inventé la fonction publique d'État et que les scribes, justement, qui gravaient cela dans la pierre, étaient payés, rémunérés comme fonctionnaires aux fonctionnaires. Et on avait des scribes, justement, et généralement, qui étaient souvent des vizirs à l'image de Ptahhotep, à l'image d'Imhotep, qui était un architecte, qui était un médecin, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus précise pour cet obélisque, dont ce Tekenu qui vient du temple de Luxor, sur lequel est gravé un hymne à Amon avec un certain nombre d'indications, avec un certain nombre d'évocations, avec un certain nombre d'éléments tirés des premiers textes religieux de l'histoire de l'humanité, les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre des morts, le livre des respirations, le livre des secrets mortuaires, l'âme d'Ouad, le traité des 12 cavernes, le livre des portes, le livre de Nout, le livre des jours, le livre de la nuit, le livre des chemins de l'éternité, le livre de la vache sacrée, et les litanies de Ré et les autres livres. Eh bien, vous avez des extraits qui sont représentés sur cet obélisque, ce Tekenu qui vient de Luxor, qui vient de l'Égypte antique, qui vient de ces parties de l'Afrique qui sont totalement ignorées aujourd'hui. Et quand on parle de l'obélisque à Paris, on ne parle que d'une culture occidentale. Et les Africains se sont mis en tête, parce qu'on leur a mis en tête que l'obélisque qu'on retrouve dans plusieurs capitales européennes, qu'on retrouve au Vatican, qu'on retrouve à Washington, qu'on retrouve à Londres, eh bien que c'est un signe horriblement maçonnique ou un signe des Illuminati. Non, il ne s'agit pas de ça. Ici, vous avez pleinement et totalement le patrimoine africain qui est représenté de manière splendide. Et c'est pour cette raison que nous faisons cette série de 8 minutes 46 pour savoir, pour que l'histoire du monde noir, l'histoire de l'Afrique, l'histoire des afrodescendants ne soit plus ignorée d'un seul afrodescendant dans le monde. Nous avons donc choisi de venir sur la place de la Concorde. Nous avons raconté l'histoire esclavagiste et colonialiste de l'hôtel de la Marine. Et bien, en face de l'hôtel de la Marine, il y a cet obélisque qui vient d'Afrique, qui est aussi une partie de l'histoire coloniale de la France, puisque c'est une campagne napoléonienne sur le continent africain, pour conquérir une partie de l'Égypte. Et quand Napoléon est arrivé là-bas avec Champollion, ils se sont émerveillés en disant à leurs troupes qu'au pied de ces pyramides, vous avez 40 siècles d'histoire qui vous contemplent. Et puis également, on a cette grande histoire de l'égyptologie qui est née, dit-on, avec Champollion. Mais il y avait déjà Manéthon sur l'Égypte antique, qui était un autochtone, comme on dit, de l'Égypte antique, qui avait commencé le travail et qui, généralement, est reconnu comme le premier égyptologue de l'histoire. Et c'est grâce à Manéthon, entre autres, qu'on peut décrypter ce qui figure sur cet obélisque qui est tiré du temple de Luxor, qui est arrivé à Paris en 1836 après 2 ans de voyage et qui, selon l'historiographie française, a été offert à Charles X par Mehmed Ier, qui à l'époque était vice-roi d'Égypte.